Bienvenue à tous. S'il est vrai que la transition urbaine africaine est porteuse de grandes opportunités, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle pose également de nombreux défis. Et pour cause, les agglomérations urbaines se développent le plus souvent sans bénéficier de politiques ou d'investissements à la hauteur des enjeux, notamment liés à la durabilité. La société civile, à l'instar de l'association Construire pour demain, tire la sonnette d'alarme. Son président est notre invité sur ce plateau, Bogrin Doumong. Vous êtes ingénieur bâtiment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Gaëtan, merci de votre invitation. Merci aux téléspectateurs. Alors, monsieur Doumong, ma patrie, c'est la ville durable. C'est le plaidoyer que vous avez mené pour le développement urbain africain. En quoi était-il important pour vous de prendre cette initiative ? Il était véritablement important de plaider parce que nous considérons que les enjeux urbains qui se déploient en Afrique aujourd'hui méritait que l'on tirât la sonnette d'alarme sur le sujet, à l'effet justement de mobiliser le politique, de mobiliser le commun des mortels autour de ce que sont ces véritables enjeux, pour véritablement susciter une prise de conscience, ou en tout cas encourager cette prise de conscience, afin que nous puissions avancer de façon véritable dans le sens justement du développement urbain durable, mais en avançant en bon père de famille, parce que de comprendre ce que sont les véritables enjeux avant que d'agir n'est pas chose égale au fait d'agir comme ça, comme si, sans prendre véritablement en considération la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc le plaidoyer avait pour vocation à marteler, à dire ce que sont les défis urbains, notamment en termes d'habitat, en termes de déploiement de l'espace, d'étalement, en termes de logement, en termes de foncier, et de rappeler justement que dans le contexte du changement climatique, ces enjeux se retrouvent chargés d'un venin qui paralyse justement l'action urbaine, d'où la nécessité justement de revenir à l'action humaine, d'où justement ma patrie, c'est la ville durable. Parce alors concrètement, qu'est-ce qui vous inquiète quant au développement urbain africain ? Justement, comme je le disais tout à l'heure, le développement urbain africain semble relativement anarchique. On se rend compte que l'étalement urbain est devenu une donnée. On s'aperçoit que les défis de la planification sont si forts que justement on a l'impression que l'habitat précède souvent l'urbanisme. Mais dès lors qu'on considère que les politiques ou encore les populations sont toutes membres d'une même communauté, naissent généralement dans les mêmes familles, reçoivent la même éducation, on peut partir du principe que le fait de se positionner sur un même palier de connaissances nous permet justement de pouvoir élaborer des champs d'action qui pourraient nous mouvoir ensemble dans une dynamique porteuse. Alors, faut-il plaider à plusieurs pour aller mieux ? Pas forcément plaider à plusieurs pour aller mieux, parce que en tout cas les 100 que nous représentons ne plaident pas, ou en tout cas ne se représentent pas, ne se considèrent pas comme des alcooliques anonymes ou alors un groupe en désintoxication. Loin s'en faut, nous ne plaidons pas forcément pour aller mieux in tutu personae, mais pour justement considérer que l'action que nous menons ait un impact. Et cet impact-là est nécessaire dès lors qu'on considère que le champ justement des connaissances que l'on a actuellement sur l'urbanité africaine nous amène à nous mouvoir dans une logique de développement urbain durable, mais une logique centrée spécifiquement sur l'action individuelle comme étant porteuse, ou en tout cas chargée en fait d'un élément de tremplin, on va dire, pour encourager en fait l'action commune. Alors, qui sont les véritables destinataires de ce document que vous avez signé et publié ? Ce document est destiné à monsieur et madame tout le monde. Les destinataires sont si nombreux que nos visages sont différents. Monsieur et madame tout le monde, disais-je, au rang desquels participent des décideurs, au rang desquels participent des leaders d'opinion, des membres de la société civile, toute personne qui, pouvant jouer de leur statut ou de leur stature, donc de leur position sociale ou de leur position professionnelle, pourrait s'en faire un écho pour contribuer à notre suite justement à sa dissémination. Alors, monsieur Doumong, quel est pour vous l'intérêt aujourd'hui de théoriser la ville patrie, et en quoi est-ce que cette notion peut être pertinente dans le contexte actuel ? La ville patrie, dont nous avons beaucoup parlé, est en fait la ville durable qui se détermine davantage par l'engagement des populations qui
qui la réalisent, donc des populations, des habitants qui lui donnent vie, qui lui donnent d'exister, de se mouvoir. Il était véritablement intéressant de la théoriser parce que, ce faisant, nous avons associé la notion de patrie, qui est un contenu véritable en termes d'engagement. La patrie est ce qui nous rappelle justement à notre appartenance. Et donc, pour nous, le postulat était de dire que de considérer l'espace sur lequel on agit, l'espace auquel on appartient parce que on y vit, parce qu'on l'habite, comme étant en substance cette patrie-là à laquelle nous sommes si fortement attachés, nous permettrait justement de décrire la ville-patrie comme étant l'espace qui convient justement au combat que nous menons, à l'effet justement d'amener le commun des mortels à agir dans le sens justement de l'amélioration de notre urbanité qui est travaillée par les enjeux que l'on vient de décrire. Alors, ça veut dire que face à cette urgence d'aller vers des villes durables en Afrique, les populations ont un rôle à y jouer. Les populations ont un rôle véritable à jouer et nous plaidons parce que c'est justement à travers les populations que la différence devrait être faite. Nous croyons véritablement à l'Afrique des peuples et à son action qui aurait un impact véritable sur l'Afrique des élites et l'Afrique des politiques. Il y a véritablement nécessité que monsieur et madame tout le monde, que vous et moi, prenions conscience de ce qui se passe là dehors, des ordures, qu'il y a des problèmes d'assainissement, etc., pour pouvoir véritablement agir. Mais cette action ne saurait véritablement être matérielle que si elle est précédée de la conscience qui, de façon naturelle, nous oblige justement à plaider et à marteler et à insister sur le fait que c'est à travers monsieur et madame tout le monde que la ville de demain sera. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, précisément, quel remède la ville, patrie, que vous proposez, peut-elle apporter dans le contexte actuel? Je pense que c'est une question intéressante parce que cette ville tient déjà des promesses. On peut encore la regarder comme un concept, mais au fond, elle tient des promesses dans l'addition en fait des efforts des populations qui permettent de la déterminer. Donc au fond, lorsqu'on considère que cette ville est la résultante d'une action commune, on peut partir du principe que c'est une ville, comme je le disais tout à l'heure, une ville pour tous, parce qu'une ville sur laquelle tout le monde agit dans un sens et dans un esprit de responsabilité. Mais au-delà de cela, c'est surtout pour nous la ville qui conçoit en fait son espace comme étant un espace à éco-densité, donc un espace qu'il faille organiser dans le sens justement de l'amélioration et de l'optimisation de l'occupation de l'espace. Mais par-dessus tout, nous la voyons comme une ville qui stimule l'exode urbain. Une ville qui accompagne la petite industrie, une ville qui se nourrit des filières locales, qui optimise justement les possibles des matériaux locaux pour la construction, une ville qui se déploie dans une logique de mobilité en tablant justement sur les possibles de la mobilité douce, en tablant justement sur également ce qu'il y a de possible en termes d'usage de l'Internet et des outils numériques aujourd'hui pour révolutionner les services. Nous la pensons également comme une ville qui permettrait de façon véritable de produire de nouveaux produits sur la base des déchets qu'elle porte, donc de s'inscrire dans une logique d'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire également, et de faire de cet ensemble un tout qui soit cohérent, mais lié spécifiquement par l'humanité, et l'humanité ici étant l'essence véritable de l'urbanité, selon nous. Au fond, les notions que vous évoquez, M. Doumong, ne se limitent-elles pas à un simple discours? Une très belle question, mais qui sonne comme un regret. Et il ne faut pas parce que je crois très personnellement, au plus profond de moi, que l'Afrique est aujourd'hui en mal de discours. Et je ne connais pas d'amour, je ne connais pas d'investissement, je ne connais pas d'engagement quelconque qui ne soit fille ou fils de discours. D'où la nécessité, par-dessus tout, de justement, et c'est l'exercice auquel le plaidoyer répond avec plus ou moins de qualité, d'où la nécessité, disais-je, d'expliquer, de restituer, de révéler l'essence véritable de ce que sont nos défis, de ce que sont nos enjeux en termes d'urbanité sur le continent africain, à l'effet justement de transmettre le message qu'il faut. Et donc cet exercice discursif, le plaidoyer le réalise à la fois dans son énoncé mais aussi dans son commentaire, avec pour ambition justement d'en arriver à cet état de sensibilisation qui nous permette de revenir et de dire de façon tout à fait véritable que la sensibilisation dont on constate les échecs sur le continent se positionne aujourd'hui comme étant un champ dont on considère qu'il existe des espaces qu'il faut encore attraper. Le plaidoyer en est un. Et
ce faisant, nous agissons dans un discours qui est loin d'être creux. Et donc, il y a une vocation justement à susciter de l'engagement. Monsieur Doumong, 50 pages de plaidoyer pour la ville patrie en Afrique, la ville durable in fine. S'il fallait en retenir seulement 2 mots, vous parliez de quoi? Agir maintenant, tout simplement. Agir maintenant. Alors, quand vous dites agir maintenant, c'est un appel que vous lancez. Vous le lancez à l'endroit de qui? À l'endroit de monsieur et madame tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils soient décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient membres de la société civile ou qu'ils soient simplement un citoyen. Est-ce que vous avez le sentiment que votre plaidoyer a eu un écho favorable? Tout à fait, tout à fait. Nous avons eu d'excellents retours, mais nous pensons qu'il faut encore aller plus loin et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Il faut encore aller plus loin. Que comptez-vous mettre en place de façon concrète pour donner suite à ce plaidoyer sur le terrain et qui ne va pas se limiter seulement à ces discours relayés sur les réseaux sociaux? Effectivement, le discours a été relayé sur les réseaux sociaux parce qu'il s'agissait de la première dynamique, mais nous comptons descendre sur le terrain avec une vocation cette fois-ci à sectorialiser le discours du plaidoyer, à l'effet justement de le disséminer dans des schémas de conversation en vis-à-vis avec qui de droit, à l'effet de contribuer, de garantir justement que son message passe, mais spécifiquement qu'il soit force de proposition pour la prise de décision publique. Alors, quand vous parlez de descendre sur le terrain, quelles sont les actions précises et concrètes que vous avez en vue? Vous descendez sur le terrain pour faire quoi? Très prochainement, nous allons organiser toute une série de conférences à destination de différents acteurs, qu'ils relèvent du religieux, qu'ils relèvent de politique, qu'ils relèvent justement des professionnels, qu'ils soient architectes, ingénieurs, environnementalistes ou économistes. Le but étant justement de spécifier le message et d'expliquer de façon véritable en quoi est-ce que la ville-patrie que nous théorisons peut être un contenu sur lequel ils peuvent agir, duquel ils peuvent s'en faire un écho, à l'effet justement de contribuer à leur échelle à l'avènement de cette ville durable, cette sacro-sainte ville pour laquelle nous plaidons sans réserve. La jeunesse est au cœur de vos préoccupations dans un contexte où l'Afrique est présentée comme le continent de l'avenir du fait de la jeunesse de sa population. Est-ce que pour relever ce défi, vous pensez que la jeunesse devrait être mise au centre? Effectivement, et comme vous l'aurez constaté, la majorité des signataires du plaidoyer sont jeunes. Et cela a été fait à dessein parce que l'avenir repose sur la jeunesse et qu'on ne saurait véritablement penser un quelconque avenir sans tabler spécifiquement sur cette frange de la population qui est essentielle. Frange qui est d'ailleurs travaillée par un certain nombre de défis qui au niveau local nous amène à re-questionner son engagement. Un engagement qui pourrait prendre des couleurs et même des couleurs tropicales parce que c'est de cela qu'il s'agit dans le sens justement de la lutte contre les changements climatiques de manière générale, mais spécifiquement dans le sens de la promotion d'une urbanité plus verte, d'une urbanité plus résiliente et d'une urbanité plus en phase justement avec les enjeux mondiaux actuels. Alors, les défis liés à la jeunesse sur le continent, c'est l'emploi, le chômage, c'est l'insertion sociale. Est-ce que vous ne craignez pas d'être taxé de vous éloigner un tout petit peu des réelles priorités de cette jeunesse pour vous attaquer à un sujet qui semblerait être un peu lointain? Justement, c'est en cela que le processus discursif du plaidoyer est important, parce qu'on ne saurait dissocier ces véritables enjeux de la question centrale aujourd'hui qui meuble les échanges au niveau international. On sort d'ailleurs de la COP27, qui a justement été un endroit justement où les jeunes se sont exprimés pour dire ce que sont leurs besoins. Parce que les besoins de la jeunesse, qu'il s'agisse d'emploi, qu'il s'agisse de sécurité, qu'il s'agisse d'insertion, etc., s'adossent peu ou prou et sont menacés par les changements climatiques. Changements climatiques qui opèrent véritablement en zone urbaine, d'où la nécessité justement pour essayer de les rattraper, de mettre en avant des logiques qui engagent cette jeunesse-là justement dans le sens du développement d'initiatives qui pourraient répondre justement au contexte ou aux enjeux d'économie sociale, d'économie solidaire, pour commencer déjà par insuffler une dynamique qui leur permette de se tirer ou de s'extirper de cette condition parfois difficile par l'action. Nous, c'est ce à quoi nous sommes véritablement rendus. Et il n'y a absolument aucune antilogie dans cette... Alors, comment faire en sorte que ce plaidoyer puisse alimenter l'action politique? Pour alimenter l'action politique. Je pense déjà que le plaidoyer en lui-même est relativement mixte. Il raconte ce qu'est en substance une ville. C'est un mélange de personnes issues de divers horizons, de divers casquettes aussi, parmi lesquelles celles de très grands spécialistes qui ont contribué justement en signant ce plaidoyer, en le préfaçant ou en le postfaçant, comme cela a été le cas, à relever ce que sont les véritables enjeux. Donc pour le politique, il y a véritablement intérêt à prendre connaissance de ce plaidoyer, de ce document, parce
parce qu'il est un contenu véritable d'idées, un contenu véritable de questionnement qui pourrait l'amener justement à réévaluer ses logiques et peut-être justement à entreprendre des investissements qui permettraient plus d'efficacité dans l'action urbaine. Bougrain Doumong, vous êtes ingénieur bâtiment, président de l'association Construire pour demain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci.